Lisa Lango, merci d'être là. Donc, Animal Academy. Si vous connaissez pas, ce qui serait bizarre, je vous invite à aller voir sa page, son travail qui est vraiment chouette. Euh, Merci. Merci d'être là, Lisa. Avec plaisir. On va parler d'un sujet que tu connais bien, donc qui est la réactivité canine. Bon, c'est un sujet hyper large, donc on va l'aborder de façon large ce soir. Et puis, Mhm. vous verrez à la fin du live si vous avez envie de creuser le sujet. Vous êtes peut-être déjà en cours de creusage de sujet. Est-ce que tu peux déjà, du coup, te présenter ton entreprise, où tu te situes, qu'est-ce que tu proposes, qu'on sache un peu à qui on a affaire? Bonsoir tout le monde. Donc moi c'est Lisa, je suis la gérante de l'entreprise Animal Academy qui est située en Moselle à la frontière luxembourgeoise. Et donc je travaille depuis quasiment 10 ans maintenant avec des chiens, des chats et des perroquets qui ont des problèmes d'agressivité, de réactivité et d'anxiété. Et je vis avec un chien loup, avec un cochon et avec deux perroquets qui risquent de se faire entendre en fin de journée comme ça. Ok. Donc, si ça crie, c'est pas ton mari, quoi. Non, non, non. Bon, mais par contre, vous pourriez croire que c'est lui parce que la grande, elle imite la voix de mon mari quand elle crie. Ok. On s'inquiète pas quand même, quoi. Non. Personne ne se Bon. fait tuer, personne ne se fait triper en bas, tout Ouais, va bien. voilà, c'est ça. Ok. J'ai juste oublié de dire, ce que je vous propose comme tous les lives comme ça où il y a une présentation, c'est plus simple de faire la présentation. Si vous avez des questions, vous les notez sur un petit bout de papier, vous prenez un stylo, une feuille, et les questions viennent à la fin de la présentation. Comme ça, au moins, Lisa va pouvoir dire tout ce qu'il y a envie de dire ce soir, et à la fin seulement vous posez les questions s'il y a des questions. Voilà, donc Oui, dites-le bien si jamais il y en a qui demandent. N'hésitez pas à leur laisser un petit message en disant de poser les questions à la fin. si j'ai bien tout compris, donc on va discuter un petit peu toutes les deux pour commencer. C'est ça, tu vas me poser quelques questions et après tout le monde peut poser des questions aussi C'est sur le ça. live, c'est ça? Voilà, comme ça permet déjà de donner beaucoup d'informations. Il y aura peut-être du coup déjà des réponses qui seront données dans les Ok. infos. Alors moi, Lisa, j'ai un souci. En fait, j'ai mon chien, l'autre jour, il a aboyé sur des chèvres. Et du coup, je me demandais si du coup j'ai un chien, est-ce que j'ai un chien réactif? Oh là là, c'est tellement... Effectivement, on va être très très large là ce soir. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que la réactivité canine? Bien sûr. En fait, ce qu'on appelle réactivité, c'est une étiquette. Une étiquette, c'est un adjectif qu'on va mettre sur le dos d'un individu pour le qualifier, sans que ce soit ce que représente forcément l'animal dans toute son individualité. Donc, on parle d'un chien réactif juste quand on a un chien qui réagit à des stimuli un petit peu plus intensément que la moyenne des autres chiens. Donc la réactivité, c'est hyper large. Ça peut être une réactivité aux chèvres, ça peut être une réactivité aux autres chiens, une réactivité aux humains. Et comme on ne sait pas exactement de quoi on parle quand on parle de réactivité, quand on veut faire un vrai travail de modification comportementale, la première chose à faire, c'est de tirer un trait sur le mot réactivité et de faire une vraie analyse du comportement. Parce que ça peut être un milliard de choses différentes. Donc oui, si ton chien a aboyé contre une chèvre, contre des chèvres, il peut être réactif ou non, il n'est pas forcément réactif parce qu'il a aboyé contre des chèvres. Il peut l'être ou ne pas l'être. Et au final, ça ne nous intéresse pas beaucoup d'étiqueter le comportement de ton chien. Ce qui va nous intéresser, c'est de savoir à quel moment il a aboyé, à quelle fréquence, pendant combien de temps, si c'est un comportement qui est plus fréquent, qui est moins fréquent, s'il y avait un bruit particulier en ce moment-là en plus, si les chèvres bougeaient, est-ce qu'il aboie quand elles ne bougent pas aussi? Et ce qu'il obtient quand les chèvres, quand il a aboyé et que les chèvres sont là, est-ce que les chèvres partent en courant? Est-ce que les chèvres, au contraire, vont s'approcher de lui? Est-ce qu'il a accès aux chèvres quand il aboie? C'est toutes ces informations-là qui vont nous permettre ensuite de modifier le comportement adéquatement. Mais juste dire, mon chien est réactif, que faire? Point d'interrogation. Ça, on peut mettre une grosse croix là-dessus. Ça ne marche pas comme ça. Ok, et du coup, à partir de quel moment euh, il faut que je m'inquiète de sa voix, enfin non, attends.
je vais reformuler ma phrase. À partir de quel moment il faut que je me dise, oula, ça craint, mon chien est en train de devenir réactif. Bon, là, aux chèvres, ça me gêne pas trop parce que finalement, on en croise assez rarement. Mais à partir de quel moment il faut que je me dise, ça craint, mon chien est en train de devenir actif parce que ça reste quand même un mot qu'on voit absolument partout sur les réseaux sociaux. À quel moment, voilà, il faut que je me dise, j'ai besoin d'aide ou il y a un problème à régler. C'est un À, problème en fait. À quel moment c'est un problème la réactivité justement? à deux moments différents qui peuvent être ensemble, qui peuvent être combinés ou pas. Numéro un, quand on voit que ça impacte la qualité de vie du chien. Et numéro deux, quand on voit que ça impacte la qualité de vie des humains qui partagent sa vie. À partir de là, on peut se dire qu'il y a un problème. Pourquoi je dis ça? Parce que je pourrais avoir un chien réactif à absolument tout, aux humains, aux autres chiens, aux voitures, aux vélos. Je vis en pleine campagne, ce serait pas un problème. Nos chemins de promenade, il y a directement personne en sortant de la maison. Donc ça veut dire que même si j'avais un chien réactif, ce serait absolument pas problématique dans mon cas. Ça ne changerait pas la qualité de vie ni de mon chien ni de moi à l'autre bout de la laisse. Donc à partir du moment où ça impacte la qualité de vie du chien et ou la qualité de vie des humains, là il y a un problème et il faut faire quelque chose. C'est intéressant, hein? Je trouve que c'est intéressant parce que finalement, la réactivité pourrait ne pas être un problème par rapport à l'endroit où on vit, en fait. C'est pas forcément, ça Exactement. caractérise pas un problème chez un chien, chez un chien, en fait, finalement. C'est ça, mais comme tout problème de comportement finalement, et je mets vraiment des guillemets à problème de comportement, ça dépend surtout de l'environnement dans lequel le chien évolue. Pareil, je pourrais avoir un chien en pleine anxiété de séparation, ce serait absolument pas problématique, il y a toujours quelqu'un chez moi. C'est exactement la même chose pour tous les problèmes, absolument pareil. Si on a un chien réactif qui voit un humain par an, est-ce que ça vaut vraiment le coup de travailler dessus? Je suis pas sûre. Je, pardon, je suis désolée. En parlant de chien, je suis en train d'entendre le mien qui est juste devant la porte. Je vais juste lui ouvrir. Ah bah oui, dis donc. Il est réactif parce que tu lui as pas ouvert la porte. Et c'est ça, d'habitude, il est avec moi pendant Mais ces oui. moments-là, mais il était en train de dormir, donc je voulais pas le déranger. Mais apparemment, c'était trop pour lui, hein. Où tu t'es rendu compte que t'étais tout seul, Voilà, lui. on a vu une oreille. Comment elle va s'exprimer, la réactivité chez le chien? Là aussi, de mille et une façons différentes. Pour certains chiens, ça peut être de voir le stimulus qui le met mal à l'aise et de se mettre à aboyer, à tirer, mettre le poids du corps en avant, les oreilles en avant, les pupilles complètement dilatées, les poils hérissés. Et chez un autre chien, pour prendre un extrême opposé, ça va être de mettre les oreilles en arrière, de se tapir, de ne plus bouger, de trembler même parfois, de baver. Et entre les deux, dans ce spectre de réactivité, il peut y avoir tout et n'importe quoi. Et c'est pour ça que connaître le langage corporel du chien et de son chien, c'est absolument essentiel pour définir si oui ou non il y a un problème. Oui. Est-ce que c'est possible que en fait mon chien il soit devenu réactif aux chèvres à cause de moi? Probablement pas du tout. C'est pas impossible. Tu vois, on a souvent tendance à dire il faut que l'humain se déculpabilise et c'est absolument vrai. Mais c'est pas impossible que l'humain soit ait créé un problème, soit l'amplifie par ses propres comportements. Je te donne un exemple qui Oui. n'arrive quasiment jamais dans la vie, mais pour te dire que c'est une possibilité. Si à chaque fois, par exemple, que ton chien avançait vers les chèvres, tu l'as tiré en arrière d'un coup en lui disant non, 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 ne va pas là-bas, dans le cerveau du chien, il peut y avoir une association entre les chèvres, ce qu'il voit, et ce qu'il ressent à ce moment-là. Ça peut être une douleur, par exemple, quand tu le tires en arrière, et ça peut générer des problèmes derrière. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, il faut comprendre aussi la génétique qu'il y a derrière. Et je vais imager la génétique de façon vraiment très, très, très succincte. C'est très bien. Il faut imaginer dans l'ADN du chien, s'il y a un bouton qui est appuyé avec écrit réactivité aux chèvres, par exemple,
Même si tu n'avais jamais tiré sur la laisse à ce moment-là, probablement que les comportements réactifs aux autres chèvres seraient apparus un jour. Ok. Donc ça veut dire que la réactivité peut apparaître sans que j'en sois responsable, mais elle peut potentiellement augmenter ou perdurer suivant le comportement que je vais avoir moi de l'autre côté de la laisse, ou pas de la Absolument, laisse d'ailleurs, mais de l'autre côté avec mon chien en tant que binôme, quoi. absolument. Le conducteur du chien, la personne qui tient le chien, peut, sans le faire exprès, évidemment, parfois faire stagner la situation ou aggraver, entre guillemets, la situation. Parce que c'est pas la personne qui va volontairement aggraver la situation, c'est les comportements, la communication entre les deux côtés de la laisse qui va être brisée à un moment et qu'il va falloir rétablir. Mais est-ce qu'une personne peut créer entièrement la réactivité du chien? Oui, mais alors vraiment, je crois pas avoir rencontré ça une seule fois dans ma vie. Ce Ok. ce serait vraiment inouï que ce soit uniquement un comportement de l'humain qui ait créé la réactivité du chien. On peut pas dire que c'est impossible parce que en science, le 100% n'existe jamais, tu vois, mais ça me semble vraiment extrêmement difficile à faire. De la même façon, du coup, si je fais tout bien comme il faut, si je suis accompagnée par un pro qui est top ou que j'ai développé plein de connaissances et que je lis super bien mon chien, je fais les choses graduellement, blablabla, là, je fais tout comme il faut, mon chien peut quand même devenir réactif. Absolument, absolument. Si ce bouton dans la génétique est enclenché dans l'ADN, il y aura une base soit anxieuse, soit réactive qui existera toujours chez le chien. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est limiter le plus possible l'apparition des comportements réactifs et surtout faire en sorte que l'intensité ne soit jamais, euh, que l'intensité ne fasse jamais de mal à la qualité de vie du chien, on va dire. Ça, on peut le faire. Mais si on a un chien qui a ce bouton activé de réactivité dans son ADN, probablement que ce chien, même avec le meilleur accompagnement, même avec les meilleures connaissances, même avec la meilleure expérience, probablement que ce chien-là ne sera jamais un chien qu'on emmènera soit dans un parc à chiens, soit dans un restaurant. Je vais juste reprendre le commentaire de Haute, je trouve intéressant, c'est pas une question. Ah merde, il est remonté. Elle dit donc je ne suis pas forcément d'accord. Un chien réactif à l'homme, c'est quand même important de le travailler. Quand on reçoit des gens chez soi, si le chien ne connaît pas et qu'il est réactif, c'est compliqué. Absolument, si on reçoit des gens chez soi, ça veut dire que notre environnement fait que le chien va être face à des stimuli qui le mettent en inconfort. Et dans ce cas, il faut absolument travailler dessus. Mais encore une fois, je reprends mon cas qui va peut-être ressembler à d'autres. Je vis en pleine campagne. Mon mari et moi, on vit en autarcie. On reçoit des gens très rarement chez nous. On sort très peu. Pour nous, il n'y aurait aucun intérêt. On pourrait avoir un chien réactif chez nous, un chien réactif aux humains, un chien réactif aux autres chiens, que ça changerait absolument rien à la qualité de vie du chien ni à la nôtre. Mais à partir du moment où dans l'environnement du chien, il va y avoir des rencontres avec les stimuli qui le mettent mal à l'aise, il faut travailler dessus parce que ça va impacter la qualité de vie du chien et ou celle des humains. Tu peux aussi faire, je rebondis, en même temps que tu répondais, je pensais à une chose aussi, c'est tu peux aussi faire que de la gestion. C'est pas forcément obligé de travailler en fait. Je pense juste à une anecdote qui me vient. C'est quand j'ai deux filles, donc quand les filles étaient petites, des fois elles invitaient des copines du même âge. Et Blue n'aimait pas trop les enfants en bas âge, mais on recevait pas des enfants toutes les semaines. Ça restait quand même des choses assez ponctuelles. J'ai pas travaillé la réactivité de ma chaîne aux enfants. J'ai juste fait de la gestion quand les enfants venaient pour pas qu'ils soient au contact de Blue. Mais je n'ai pas Absolument. entraîné ça parce que j'avais pas envie de le faire, parce que c'était trop rare pour que j'ai envie de l'entraîner avec le travail que ça pouvait demander derrière, etc. Donc la gestion, ça peut être aussi une façon de Tout à gérer ce fait. type de situation. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Si on vit de cette façon-là et que, on reçoit un invité par an, est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre toute notre énergie sur cette modification comportementale-là?
Pas forcément, pas forcément. Il y a d'autres moyens qui peuvent exister pour que cette journée-là où on invite une personne à la maison se passe bien et pour le chien et pour les humains. Du coup, si bah, j'ai pas de chance parce que j'habite à un endroit où il y a plein de chèvres, c'est vraiment pas de bol. Du coup, bah, dès que je sors de chez moi, mon chien il aboie en permanence, tout ça. C'est pénible, les sorties sont pénibles. Pour lui comme pour moi. Quelle question? Donc je constate ça, ça me saoule, le chien ça le saoule, on n'a plus envie de sortir ensemble, c'est des moments désagréables. Quelle question? À partir de là, en tant que particulier avec un chien qui a cette problématique-là, quelle question je dois me poser en fait, pertinente en fait, pour m'aider, pour nous Honnêtement, aider, tous les deux. en tant que particulier qui n'a pas de connaissances en sciences comportementales, très difficile de se poser la moindre question pour se dire comment régler ce problème. Parce que la première chose à faire, ce serait de définir quelle est la fonction des comportements du chien. Est-ce que le chien réagit comme ça parce qu'il veut se rapprocher et manger les chèvres? Ou est-ce que la fonction, c'est qu'il a peur des chèvres et qu'en aboyant, il veut qu'elles s'éloignent? C'est ça qu'il va falloir analyser avant tout. Et en tant que particulier, sans avoir de connaissances en sciences comportementales, je pense que c'est vraiment très compliqué de laisser les biais de côté. Et quand c'est nos propres chiens, on a énormément plus de biais que quand c'est ceux des autres. Donc, ça me semble très compliqué pour le particulier seul de régler ça. La première question à se poser, c'est quel professionnel contacter pour m'aider dans ce problème-là? Ça veut dire que est-ce que je peux avoir une réponse? Bah, je vais faire l'avocat du diable, mais c'est pas grave, j'ai envie de le dire. Est-ce que je peux trouver la réponse sur les groupes Facebook? Je suis désolée, mais c'est important en fait. Je trouve que c'est tellement important de galérer. Il y en a qui essaient de trouver des infos à droite et à gauche, qui vont galérer pendant des mois. Le comportement va s'installer et ça sera encore plus compliqué quand on va contacter vraiment un professionnel qui va nous prendre en charge. Donc, je trouve Si. que ça reste voilà, j'espère que tu vas pas me dire oui. Ah bah attends, je vais pas te dire non non plus, parce qu'encore une fois, on peut jamais répondre oui ou non. Si le groupe Facebook propose des évaluations fonctionnelles complètes, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui prend en charge sur le groupe Facebook, bon bah voilà, je suis le volontaire professionnel aujourd'hui pour aider cette personne et je vais faire vraiment une évaluation fonctionnelle avec cette personne, des comportements du chien, pourquoi pas? Si ce n'est pas ça, alors la réponse est non. Juste donner l'information, mon chien aboie contre les chèvres, qu'est-ce que je devrais faire? Toutes les réponses qui vont apparaître à partir de là, l'immense majorité ne sera pas correcte. C'est-à-dire qu'il y en aura peut-être une ou deux de correctes dedans qui, par hasard, va répondre effectivement à la fonction des comportements du chien, mais l'immense majorité, probablement pas. Et donc, en prenant les conseils sur les groupes Facebook, on risque de faire vraiment beaucoup plus de mal que de bien. Euh, Est-ce qu'il y a plusieurs méthodes? Du coup, tu disais de faire appel à un professionnel. Est-ce que, il y a plusieurs méthodes pour travailler la réactivité, de mon chien aux chèvres? Il doit exister probablement autant de méthodes que d'êtres humains et que de chiens pour aider la réactivité. En fait, là aussi, et c'est pour ça que j'en reviens au fait de consulter un professionnel plutôt que d'essayer de tester des choses, c'est que toutes les méthodes qui vont être labellisées, les acronymes de méthodes ou toutes ces choses-là, il y a des choses qui sont vraiment excellentes, mais c'est générique. C'est complètement générique et ça peut correspondre à certains chiens, à certains contextes, à certains moments et pas à d'autres. Donc, juste prendre une méthode comme une recette et l'appliquer, ça ne va pas fonctionner avec tous les chiens. Parce que tous les chiens n'auront pas le même historique, n'auront pas la même fonction comportementale, n'auront pas le même environnement, n'auront pas les mêmes humains avec aussi autour d'eux. Donc, suivre une recette, ça va parfois fonctionner comme pour le groupe Facebook où on va lire une réponse. Parfois, peut-être par hasard, ça va fonctionner, mais sans s'intéresser à l'individu qui est en face de nous et à tout ce qui est dans son environnement, ça peut être là aussi contre-productif. Mais il en existe vraiment des labellisés. Il en existe aujourd'hui, je sais pas, au moins une centaine
de méthode sur la réactivité. Et du coup, si voilà, je suis néophyte dans le chien, j'ai besoin d'un accompagnement professionnel, comment je peux savoir finalement que je vais avoir un accompagnement de qualité? Est-ce que la question c'est comment choisir un bon pro? Oui, Ok. oui. Euh, Est-ce que tu avais quelques la indices? réponse mainstream ou la réponse honnête? Bah, honnête? En regardant le CV de la personne, impérativement. Si le CV n'est pas disponible, si on n'a pas accès aux informations de cursus, vraiment de tout ce que la personne a pu étudier sur le comportement canin, si on n'a pas accès à ça, déjà là, je vais pas plus loin. J'ai besoin vraiment de savoir quel est le cursus scolaire et quelle est la... quand je parle de scolaire, ça ne veut pas forcément dire un cursus à l'école. Donc ça peut être un cursus Oui, oui, scolaire formation, après tu avoir parles. quitté l'école et avoir eu des certifications, des diplômes dans l'éducation canine. Donc ça, ce serait la première chose. Avoir vraiment des vraies certifications reconnues dans le domaine de l'éducation canine. Et après ça, une formation continue de la personne. Donc, si je vois que la personne n'a pas suivi de formation pendant 2, 3 ans, durant les 2, 3 dernières années, je vais quand même chercher encore ailleurs à ce moment-là. Donc, Ok. première chose, avoir un diplôme reconnu en sciences du comportement. Deuxième chose, avoir une formation continue. Troisième chose, après, il y a tous les red flags à regarder. Et il y en a beaucoup qui peuvent alerter. Par exemple, les professionnels qui parlent de théorie de la dominance, d'être l'alpha, de poser des limites, euh, nous adapterons la méthode à votre chien. Certains chiens préfèrent les friandises, d'autres préfèrent le collier étrangleur, ou ce genre de choses. Et une chose très importante pour moi aussi, je regarde les réseaux sociaux du professionnel. Si je vois Qu'est-ce que tu regardes justement du coup? Si je vois que des longs textes, même s'ils sont très pertinents et que je vois pas le travail de la personne, en général, je mets de côté. Je creuse pas plus loin. Je veux vraiment voir si le travail de la personne correspond à ce que je veux mettre en place, avec soit mes clients quand je réfère, soit mon propre chien si besoin. Ok. Bon, ça donne quand même quelques pistes. C'est vrai que moi, quand je faisais encore de l'accompagnement auprès des particuliers, il ne m'est jamais arrivé qu'on me demande mes diplômes. Alors bon, ils étaient sur mon site, hein, mais je suis même pas sûre que les gens allaient voir les diplômes ou la formation. Alors que c'est vrai que quand quelqu'un me demande conseil, une recommandation sur un pro en France que je connais pas, machin, bah effectivement, la première chose que je vais faire, c'est son à propos, Ouais. quelles sont ses formations, et après les vidéos. Est-ce que je vois du collier étrangleur? Est-ce que je vois du tirage de laisse? Est-ce que je vois des gens qui crient sur le chien ou qui s'énervent sur le chien? Ou sur les humains même. Bon, ça sera peut-être pas en vidéo. Sachant qu'en plus, en général, les vidéos qu'on va mettre, c'est les vidéos qui vont mettre en valeur, quoi, le chien ou l'humain. Voilà, ça va pas être les vidéos, les passages qui sont moins sympas pour le travail, quoi. Oui, oui. Et du coup, quand tu te dis que ça, c'est une vitrine qui Ouais. offre le meilleur de ce que tu fais, entre guillemets, si déjà là, tu te dis, je suis pas super d'accord avec ça, faut juste pas aller plus loin. Et ce que tu dis, oui, effectivement, la plupart, l'immense majorité des clients ne vont pas à regarder les diplômes, ne vont pas à regarder la formation continue, mais je pense que c'est, en tant que professionnel, un petit peu notre job d'éduquer le public aussi, et c'est pour ça qu'on fait ce genre de live gratuit aussi. C'est Oui. pour éduquer notre public en disant au contraire, allez voir les diplômes. Le charisme, c'est super bien. Euh, bien se, avoir un bon relationnel, c'est super important. Avoir un bon feeling avec la personne, c'est super important, mais ça ne suffit pas pour faire un bon travail avec le chien. Et quand je parle de bon travail, je veux pas dire des, des des vidéos sexy à poster sur les réseaux sociaux. Je parle vraiment où on a un chien qui se sent à l'aise dans le travail qu'on fait avec lui et qui se sent heureux de faire ce travail-là avec nous. Est-ce que du coup, quand tu as un chien réactif, tu peux vraiment supprimer ses comportements de réactivité? Est-ce que c'est possible de
entre guillemets, de changer ton chien et d'avoir un chien qui va être plus réactif du tout ou pas? J'adore la question parce que tu as utilisé vraiment un mot qui est formidable dans ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Tu me demandes si on peut supprimer les comportements réactifs. Alors, première chose, en parlant un petit peu plus basé sur la science, on va dire, une fois qu'on a un comportement dans notre répertoire, on a tous un répertoire, tous les individus, tous les êtres vivants ont un répertoire de comportements. Donc, c'est un classeur dans notre cerveau dans lequel est rangé, en fait, vraiment, chaque feuille correspond à un comportement, à l'historique sur ce comportement-là, puis on a une feuille d'après, et puis on a une feuille d'après. Tu peux essayer de cramer ce classeur, de déchirer les pages, tu peux essayer de le noyer, il sera toujours là. Toujours, toujours là. Il a une capacité de régénération qui est incroyable, ce classeur. Donc déjà, non, on peut pas juste faire oublier un comportement réactif. Ça, c'était la première chose. Deuxième chose, tout notre travail sur la réactivité devrait être à l'extrême opposé de la suppression comportementale. Tout le travail devrait reposer sur la construction de nouveaux comportements qui permettront aux chiens d'obtenir exactement la même chose que pour les comportements réactifs, mais avec des comportements plus sains pour notre monde d'humain et plus agréables pour lui. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Je pars un peu dans tous les sens, hein. Non, Peut-être que les non, gens ne connaissent pas ceux qui me regardent, mais moi je pars toujours dans tous les non, sens. non, c'est vachement important ce que tu dis. Je trouve que c'est vraiment super important. Euh, c'est important d'être conscient en fait que ce qu'on est, on le changera pas profondément en fait, mais chez les humains, c'est pareil, hein, j'ai arrêté de fumer, mais je vapote. Bon, c'est moins chiant pour mon entourage, quoi. Pour ma toux aussi, c'est mieux. Mais dans l'absolu, ce serait bien que j'arrête complètement. Ça, ce serait peut-être encore possible comme comportement parce que c'est une addiction. Mais tout comportement, même chez l'humain, reste très compliqué à changer. Donc, Ton comportement de fumer, que ce soit de fumer une cigarette ou de vapoter, c'est exactement la même chose que les comportements réactifs. Alors, je vais aller un petit peu plus loin dans l'explication maintenant parce que ça ne veut rien dire. ouais, vas-y. C'est un comportement qui a été renforcé. C'est un comportement qui a été récompensé. Fumer, aboyer, même combat. C'est un comportement qui te permet d'obtenir ce que tu cherches à obtenir. Et tu sais que si tu aimais ce comportement-là, tu obtiens ce que tu as envie d'obtenir. Et donc, tu répètes le comportement. Et plus le comportement est répété, et plus c'est difficile de s'en passer. Et que ce soit pour la réactivité ou pour le fait de vapoter ou de fumer une cigarette, il y a une fonction derrière le comportement. Et si on n'arrive pas à trouver un comportement alternatif qui va rencontrer la même fonction, on ne se débarrasse pas du tout de ça. Que ce soit un comportement addictif ou que ce soit un comportement réactif, que ce soit fumer une cigarette, que ce soit aboyer contre des chèvres, c'est exactement le même combat. Il faut connaître la fonction du comportement, trouver un comportement alternatif qui comble la même fonction. Sinon, on va absolument nulle part pour fumer et pour aboyer contre les chèvres. Mais du coup, j'ai mon voisin, son chien, il a aussi peur des chèvres. Enfin, le chien a peur des chèvres, pas le voisin. Et je m'embarque dans une histoire. Et en fait, ce voisin, lui, ce qu'il fait, en fait, c'est, ben, en fait, il met des grands coups de laisse à son chien quand il aboie en présence des chèvres pour qu'il se taise. Donc, je vois pas très bien à ce moment-là quelle est la récompense du chien d'aboyer sur les chèvres, puisqu'il se prend Ah, des coups de laisse et il a son propriétaire qui s'énerve sur lui. Quelle est la récompense du chien là à ce moment-là? c'est pas forcément une récompense comme on l'entend, gustative par exemple, ou un cadeau qu'on remet, c'est d'obtenir ou d'éviter quelque chose de l'environnement. Quand le chien aboie, et c'est là qu'il faudrait faire une évaluation fonctionnelle, donc vraiment rentrer dans les détails du comportement, quand le chien aboie, en admettant que la fonction ce soit que les chèvres s'éloignent. Le chien aboie, il suffit que la chèvre fasse quelques pas en arrière, même si on a le coup sur la laisse qui arrive à ce moment-là, le comportement d'aboyer aura été récompensé par le fait que la chèvre s'éloigne un petit peu. Même si derrière, il y a quelque chose de très désagréable qui arrive pour le chien. Mais c'est un Ok. exemple. Tous les Oui, chiens oui, n'aboient oui. pas contre les chèvres pour obtenir qu'elles fassent Mm. quelques pas en arrière, et tous les chiens ne vont pas
préférer, entre guillemets, cette récompense-là plutôt que d'arrêter d'aboyer parce que ça fait mal derrière. Et ça illustrait un petit peu ce qu'on peut voir parfois dans la rue, les personnes qui vont s'énerver sur leur chien qui aboie parce qu'on vient de les croiser avec notre propre chien ou parce qu'on les voit en train de croiser un autre chien. Et la personne va s'énerver sur son chien pour que son chien se taise, parce qu'honnêtement, il y a aussi le regard de l'autre. Enfin, il y a plein d'enjeux quand on a un chien qui aboie comme ça sur les autres chiens ou sur les humains ou peu importe. Et pour autant, le chien continue à aboyer. On pourrait se dire, non, mais c'est pas possible, c'est pas une récompense à ce moment-là pour le chien d'aboyer, puisque il se prend une tannée par son propriétaire. Et tu viens de répondre à cette question qui est vraiment super importante, c'est que en fait, Il y a il y a une autre chose qui récompense peut se autre passer. que Mhm, qui est tout à fait. au-dessus hiérarchiquement que de C'est ça, l'énergie et de puis alors il faut regarder donc ce qu'on appelle la contingence, c'est vraiment le lien qu'il va y avoir entre cette récompense et ce comportement. Et il y a aussi ce qu'on appelle la contiguïté, c'est l'espace-temps entre le comportement et cette récompense. Si la première chose que le chien obtient ou évite, c'est quelque chose que la chèvre fait, alors ce qui se passe après, ça n'a plus d'influence sur ce comportement-là. J'ai une vidéo, j'ai une vidéo rigolote pour mes élèves pour illustrer justement ça. J'ai un cochon à la maison qui s'appelle José et José, comme tout cochon, il adore creuser dans la terre et il creuse dans la terre parce qu'il obtient des vers de terre, parce qu'il trouve des racines et donc il mange ça, il est très content. Et sur cette vidéo, on voit José en train de creuser la terre et j'ai mon acteur de mari qui est là et qui lui dit, José, ça suffit maintenant, tu arrêtes maintenant, ça va pas, hein, ça suffit, ça suffit. Et José continue à creuser parce que peu importe qui est l'aversif de mon mari qui est en train de l'engueuler très fortement pour qu'il arrête de creuser notre jardin, la récompense de José n'a rien à voir avec le fait que mon mari l'engueule, ça a à voir avec le fait que quand il creuse, il trouve des vers de terre, il trouve des racines, il trouve des petites choses à manger. Ok, c'est très bien expliqué. La dernière question, finalement, je pense que tu y as répondu. Je terminerai avant qu'on vienne sur, je pense qu'il y a, j'ai pas regardé la suite de vos commentaires, mais il y en a plein, donc on va quand même les regarder. Est-ce que c'est possible, si les personnes, en fait, avaient envie que tu les accompagnes, toi, en tant que pro, avec leur chien, mais qu'ils habitent à Marseille, sachant que toi, tu habites au Luxembourg, est-ce que c'est possible? Avec moi, non, parce que D'accord. je suis très attachée au fait de traiter les comportements réactifs à domicile. Ah, Et quand je d'accord, je dis croyais. à Ah, tu me posais domicile, la question, je pensais que tu allais dire que tu faisais à distance. non, D'accord, non, ok. désolée. Merde, bon, bah, si vous habitez à Marseille, il va Mais falloir trouver quelqu'un d'autre. je peux justifier ça par contre. Pour moi, D'accord, c'est vraiment super important d'être avec mes clients sur les comportements réactifs et de pas faire ça en visio. Et la d'accord. première raison, c'est pour tout ce qui va être justement de l'évaluation fonctionnelle. Donc, de définir quels sont, euh, qu'est-ce qui fait que le chien réagit de cette façon-là et qu'est-ce que le chien obtient ou évite quand il agit de cette façon-là. Ça, pour moi, c'est vraiment super difficile de le faire uniquement en visio et pas en étant dans l'environnement de l'animal. J'aime pouvoir voir l'environnement tout entier. Première chose. Deuxième chose, j'aime vraiment beaucoup pouvoir voir la relation qu'il y a entre le chien et les humains qui partagent sa vie. Donc vraiment voir le langage corporel du chien quand l'humain s'approche de lui, quand l'humain lui met la laisse, quand l'humain commence à ouvrir la porte pour aller à l'extérieur. Et en visio, j'aurais vraiment peur de louper beaucoup, beaucoup d'informations pour faire une très bonne évaluation fonctionnelle et faire un très bon travail pour aider toute la famille. D'accord. Ok, donc la Et la troisième réactivité, c'est raison, en présentiel. Oui, pardon, excuse-moi. et la troisième raison, c'est que mes accompagnements se font après sur le terrain et en fait, mes clients sont des animaux comme les autres. Pour un chien, je vais mettre en place des séances qui vont lui permettre graduellement d'améliorer ses comportements et son état émotionnel face à ce qui le met mal à l'aise aujourd'hui. Pour mes clients humains, c'est exactement la même chose. Si je les laisse avec 3 pages de choses à faire
pour les 3 semaines à venir, pour les 3 mois à venir, s'ils se sentent coincés à un moment ou si ils expérimentent quelque chose qui n'est pas ce que j'avais prévu qu'ils fassent, ça risque de nous faire revenir en arrière et de mettre beaucoup plus de temps pour améliorer la réactivité. Et ça, c'est vraiment ma façon de fonctionner à moi. Ça ne veut pas dire qu'aucun professionnel ne peut faire un bon travail à distance sur la réactivité. C'est mon besoin à moi d'accompagner les clients de cette façon-là. Ok. Euh, Est-ce que toi, tu voulais rajouter quelque chose qu'éventuellement on n'a pas dit déjà dans cette présentation? Un milliard à peu près de choses. On a 6-7 heures de jour. Non, il y a une chose que j'aimerais rajouter, c'est comment on peut éviter, quand on adopte un chiot, par exemple, d'avoir des comportements réactifs. euh, et aussi comment améliorer la situation quand on a déjà un chien réactif. Il y a deux choses qui me semblent absolument essentielles. La première, c'est de respecter le langage corporel du chien qu'on a en face de nous. Et j'insiste vraiment sur le chien qu'on a en face de nous parce que on a le langage corporel canin qui est très large, que beaucoup de personnes connaissent aujourd'hui. Il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup de ressources gratuites aussi, en ligne sur le langage corporel canin. Mais c'est un guide. C'est pas une vérité absolue pour 100% des chiens du monde. C'est un guide. C'est tout. Donc, il faut apprendre à vraiment connaître le langage corporel de notre propre chien dans un contexte particulier. Bah, tiens, tes belettes, par exemple. J'imagine qu'elles ont souvent la queue entre les pattes ou la queue basse, comme Alors des oui, bons lévriers. par contre, devant les chèvres, non. Ouais, non, mais je veux dire, même quand elles vont bien, même quand elles sont juste Ah oui, relaxes, oui, oui, ça a la queue plus facilement basse que haute, oui. voilà. Ça veut pas dire qu'elles sont malheureuses, qu'elles ont peur, qu'elles sont énervées. Moi, j'ai un chien loup qui est là à côté de moi. Son port le plus régulier d'oreilles, c'est d'avoir les oreilles en arrière. Ça veut pas dire qu'il est malheureux, ça veut pas dire qu'il a peur, ça veut pas dire qu'il est énervé. On peut avoir un chien qui va avoir tendance à lever une patte quand il va bien, alors qu'on aura un autre chien qui va lever une patte pour nous dire qu'il va pas bien. Enfin, c'est vraiment très important de considérer le langage corporel canin, toutes les ressources, tous les guides qu'on a comme des guides et pas forcément comme des vérités absolues. C'est bien de connaître tous ces signaux-là, mais c'est pas forcément si on en voit un, si je vois mon chien qui bâille, ça veut pas dire oh mon Dieu, il y a quelque chose qui va pas dans sa vie. Il est peut-être juste fatigué, il est peut-être et aussi nous d'ailleurs c'est la même chose. Quand on bâille, ça peut vouloir dire qu'on est fatigué, ça peut vouloir dire qu'on s'ennuie, ça peut vouloir dire aussi qu'on a eu une très grande excitation super positive et qu'on bâille après ça. Donc très important, bien connaître le langage corporel du chien qu'on a en face de nous pour définir pour ce chien-là si il est en confort ou en inconfort dans une situation. Et deuxième chose, respecter le rythme du chien quand on est en promenade avec lui. Quand on promène notre chien, on devrait, dans la mesure du raisonnable et du possible, toujours être derrière lui. Toutes ces idées qu'il faut que le chien marche à côté de nous, encore une fois, je parle dans la mesure du raisonnable et du possible. Donc, si on habite en plein centre-ville, on laisse pas le chien aller sur la route pour se faire renverser. Tant que c'est possible, on reste derrière lui et on suit son rythme. Si le chien ralentit, on ralentit. S'il s'arrête pour regarder quelque chose dans l'environnement, on s'arrête et on attend qu'il reparte de lui-même. Plus on va couper ce besoin du chien de prendre des informations sur l'environnement, et plus on risque d'avoir un chien qui ne comprend pas l'environnement dans lequel il vit et d'avoir vraiment la réactivité qui aggrave à ce moment-là. Oui, oui, tu parlais entre autres du chiot et c'est vrai que souvent les chiots, ils ont besoin de temps et souvent les gens ont l'impression que justement il avance pas, Mhm. alors qu'en fait il a besoin de pas avancer. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Avoir une promenade où le chien passe une demi-heure à marcher et une demi-heure à renifler et à regarder l'environnement, c'est une super bonne promenade en fait, même si on n'a fait que 300 mètres alors qu'on voulait faire plusieurs kilomètres. Et par ailleurs, si on a envie de faire plusieurs kilomètres sans être interrompu, bah, on sort son chien. Bon, hors canicross, hors, Oui, hors oui, chien qui a oui, envie de oui. bouger. Mais quand on sort, quand on dit je sors le chien, on devrait sortir pour le chien et pas pour nous.
pas pour ce que nous, on a envie de faire. Et si ça tombe bien et qu'on s'entend très bien avec notre chien et qu'on a exactement la même façon de se promener, ben, génial, super. Et si c'est pas le cas, ben, ce serait plutôt à nous de revoir comment dire, j'allais dire comment on dit en français, c'est horrible, c'est tellement prétentieux de dire ça, mais il y a certains mots qui m'échappent en français. De revoir nos exigences, de revoir nos expectations. Aidez-moi, s'il vous plaît. Bah, nos attentes. Merci beaucoup de revoir nos attentes. Merci. Oui, oui, bah après, des fois, il faut aussi accepter qu'on n'a pas le chien qu'on aurait aimé, qu'on aurait aimé avoir, hein. C'est comme les enfants, hein. C'est pareil, hein. Et tu sais quoi, moi j'ai une chance vraiment, vraiment inouïe. Quand j'adopte un animal, que ce soit un chien, un perroquet ou un cochon en l'occurrence, j'ai aucune attente. C'est-à-dire que ce que je veux quand j'adopte un animal, c'est sincèrement découvrir une nouvelle personnalité, découvrir un nouvel individu, et je veux embrasser et prendre tout ce que cette nouvelle addition de notre famille va apporter. Donc, je sais en fait que je vais jamais être déçue ou on me dira, oh, c'est pas ce que j'aurais préféré parce que je m'en tape royalement. Et encore une fois, je parle de chance parce que je vis dans un environnement qui permet d'en avoir rien à faire de la personnalité du chat qui va arriver. Et, euh, et ça, c'est vraiment super cool et c'est vraiment une chance parce que tu te dis, bon, ben voilà, si j'ai un chien avec plein d'énergie qui arrive, super cool, on a plein de balades géniales à faire par ici. Si j'ai un chien qui va arriver, c'est un chien de canapé, super cool, j'ai un super canapé pour toi. Et vraiment, tout va me convenir parce que j'ai envie de découvrir tout ça avec une nouvelle addition. Parce que ça peut être un chien, ça peut être tellement d'autres choses. Oui, oui, c'est sûr que accueillir le chien de cette façon-là, c'est plus facile. Enfin, c'est pas une question de facilité, mais on l'accueille pas de la même façon que quand on a décidé d'adopter un chien avec des objectifs particuliers, comme de courir avec, ou de faire la médiation, ou d'avoir un chien qui garde, ou d'avoir, à partir du moment où on a des attentes, faire de l'agility, enfin tout ce qu'on peut faire avec un chien, en fait, on peut pas savoir en fait l'individu qui arrive et puis s'il va combler nos souhaits, en fait, quoi, finalement. On peut pas le savoir, on peut faire en sorte de mettre vraiment toutes les billes du destin dans le même panier en prenant un éleveur qui va vraiment faire une sélection super chouette pour ce qu'on recherche exactement. Mais la génétique étant ce qu'elle est, l'environnement étant ce qu'il est, il reste quand même une part de loterie là-dedans. Tout à fait. Euh, je vais juste reprendre les commentaires. Il y en avait. Alors attends, parce que du coup, il y en a eu plein. Et est-ce que j'arrive à remonter? Alors, je sais pas si j'arrive à remonter tout en haut. Par contre, donc si jamais il y a des commentaires qui étaient importants, n'hésitez pas à les renoter. Alors, vous en êtes aux formations. Donc, la réaction du professionnel quand on demande sa formation, j'ai sans eu des réactions ou un ton plutôt négatif. Alors, faut passer Ouais, directement. franchement, Ah, ouais. Mm. franchement, honnêtement, oui. Si j'ai un client un jour qui me demande ça, et c'est arrivé, mais rarement, mais quand on me demande ça, moi, je suis la plus heureuse du monde. Je dis, ah, mais oui, mais je vais vous montrer ça tout de suite, parce que ça démontre encore plus de l'intérêt, du client. Et quand tu as déjà cet intérêt-là à la base, tu sais que tu vas faire un travail formidable avec toute l'équipe. Ouais, ouais. S'il y a une réponse négative, ça peut impliquer beaucoup de choses, mais j'en vois pas une qui serait forcément positive, quoi. Donc je passerai directement. Oui, oui, c'est pas logique comme réaction en fait. Surtout que en général, on est content de pouvoir dire tout ce qu'on a fait. Ah oui, Oh bah oui, tiens, pour une fois, je vais enfin pouvoir dire tout ce que j'ai c'est fait. ça. Ouais. On laisse le téléphone à la maison, on balade. Oui, ou tu peux le garder dans ta poche quand même, au cas où tu te pètes une jambe. Ouais, par exemple, ouais. Mais oui, c'est vrai que récemment, j'ai commencé à courir. Et en fait, j'emmène Tao avec moi qui adore courir. Mais par contre, moi, j'ai besoin de musique pour m'aider à courir parce que la présence de Tao ne me suffit pas. Et au début, j'ai eu beaucoup de mal
à mettre de la musique alors qu'il est avec moi parce que je Mm. j'aime pas justement être parasitée par la musique quand je suis avec le chien. Pour qu'on soit vraiment ensemble. Bon, maintenant j'aime bien quand même parce que ça me motive, mais pour le coup c'est vraiment personnel. Mais tu vois, récemment je me suis autorisée quand même des balades aussi pour moi. C'est-à-dire qu'il y a ces balades où on va courir. C'est pas, lui il est libre, hein, donc s'il veut s'arrêter, il peut s'arrêter, il n'est pas attaché. On va dire que c'est sa liberté à lui. Mais bon, il aime bien ça attendre pendant un moment pour renifler une odeur. Donc je pense que c'est pas forcément la balade qu'il préfère quand on va courir parce qu'il se Mhm. dépêche quand même de me rejoindre. Enfin bon, vu à la vue rouge V, il a quand même le temps, hein. Mais du coup, ça fait aussi du bien pouvoir partager certaines activités avec son chien, même si c'est pas aussi parfait que ce que tu voudrais pour ton chien. C'est-à-dire que, à mon avis, tu peux aussi mettre de la variation. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu vas faire la balade vraiment que pour ton chien et tu vas prendre le temps, tu vas attendre à chaque fois qu'il a besoin de renifler pendant 10 minutes le pipi de la voisine. Et à une autre balade où c'est un petit peu toi aussi qui va prendre les devants et où tu vas faire toi aussi une activité que tu aimes bien, à partir du moment où lui aussi, il est OK pour la faire, C'est quoi. ça. Je veux dire, l'idée, Si c'est ça pas de le apporte tirer quelque après. chose, si ça apporte quelque chose au chien, oui. Mais si Voilà. ça apporte quelque chose uniquement à l'humain et pas au chien, alors dans ce cas, je pense qu'il est mieux à la maison. Oui, oui, tout à fait. On est d'accord. Hors anxiété de séparation, évidemment, et tout Oui. ça. Par contre, pour le commentaire, et on laisse le téléphone à la maison, alors oui, je suis d'accord avec toi. Non, je laisse pas mon téléphone à la maison parce que s'il arrive quoi que ce soit, je préfère Ouais. toujours l'avoir sur moi. Mais pas que ça. En plus, je prends beaucoup de photos de mon chien quand on est en Oui. promenade, donc j'ai besoin de mon téléphone pour ça. Et l'autre chose, c'est si je sors avec mon chien et que il est dans un mode où on passe vraiment une demi-heure sur un spot à renifler un pipi, puis une demi-heure sur le spot d'après à renifler un pipi, je l'aime de tout mon cœur. Je veux lui offrir la meilleure balade du monde, mais j'ai pas envie de me faire chier pendant une demi-heure quand il est en train de renifler un truc. Donc, oui, je comprends le commentaire. C'est super important d'avoir tout un tas de moments où on est vraiment en connexion avec son chien quand on est en promenade. Ça doit pas être juste, allez, tu sors, tu vas pisser et puis on rentre. Je Par pense à contre, tous les chiens qui creusent. ou ça, voilà, oui, Hein, ça il aussi. fait 1 degré, il pleut et ton chien, il Oui, creuse. oui, oui. Non, non, si j'ai pas mon téléphone dans les moments-là, mon Dieu, je meurs, quoi. C'est juste pas C'est possible. ça. Alors, Mais Sylvie. on parle bien sûr pas de, encore une fois, hein, c'est très important d'être connecté avec le chien, bah, particulièrement quand on est dans des environnements où on a besoin de concentration, on a besoin de connexion. Là, c'est vraiment pas le moment d'avoir le téléphone en main ou le téléphone à l'oreille. On parle vraiment de cas où on est vraiment sorti pour faire la super promenade, pour que le chien puisse se régaler. Il y a des fois où le chien, il se régale à creuser pendant une demi-heure ou à renifler une odeur pendant une demi-heure. Et je crois qu'on peut se permettre à ce moment-là de sortir notre téléphone après avoir pris 150 photos de lui pour se passer un petit peu le temps pour nous. Sylvie dit, bonsoir, est-ce qu'un chien réactif congénère, suite à agression, sera réactif avec le chiot qu'on va accueillir à la maison? Est-ce que c'est risqué? J'en sais rien du tout parce que déjà, c'est extrêmement rare, mais vraiment extrêmement rare d'avoir un chien qui devient réactif juste suite à une agression, juste suite à une altercation avec un congénère. C'est ce que je disais tout à l'heure, si déjà on a le bouton dans la génétique qui est activé, probablement que cette expérience, elle peut avoir un gros effet sur les comportements du chien après, mais c'est très rare d'avoir juste une altercation qui a provoqué la réactivité du chien, ou en tout cas une intensité de réactivité comme ça. La plupart du temps, c'est plein de petits détails du quotidien qui, tous mis bout à bout, fait que le chien n'arrive plus à gérer, en fait, n'arrive plus à supporter, n'arrive plus à gérer. Donc ça dépend vraiment de beaucoup de facteurs, de savoir si oui ou non un chiot pourrait être accepté à la maison. Et d'une façon générale, c'est assez fréquent que les chiens adultes ne soient pas très à l'aise avec les chiots parce que les chiots n'ont pas le même langage corporel. C'est un petit peu euh, les personnes bourrées des humains, quoi. On communique pas de la même manière. Voilà, c'est pas la même Ah, je vais la communication. garder, celle-là, elle me plaît bien. Et on n'est pas forcément autant à l'aise avec quelqu'un de sobre qu'avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui est complètement ivre face à nous. C'est un petit peu la même chose hein, entre un chien adulte et un chiot qui arrive à la maison.
la communication n'est pas encore très stable. Donc, je mettrai des réserves, mais je connais pas le cas, donc je ne sais Ouais. pas. Karine dit, accepter le chien tel qu'il est, oui, mais s'il nous fait vivre l'enfer, c'est plus ou moins facile à vivre tout de même. Oui, et c'est ce que je disais. On parle d'un problème, on sait qu'il y a un problème, soit quand la qualité de vie du chien est impactée, soit quand la qualité de vie de l'humain est impactée. Et dans ce cas-là, il faut absolument faire quelque chose pour modifier les comportements. Mon chien crapule, donc il s'appelle crapule, Ah oui, ok, lorsqu'on est... c'est pas un verbe. C'est quoi ce mot-là? Lorsqu'on est en balade, se met en position chasse, se baisse, fixe et avance tout doucement si en face arrive un autre chien. Peut-on considérer ça comme un comportement réactif? Des idées pour le faire décrocher de ça jusqu'à la rencontre? Point d'interrogation. Merci pour cela, ce super live très riche d'infos et rassure sur beaucoup de choses. Ah, cool. Ça dépend qu'est-ce qui se passe après une fois que s'il y a contact, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Parce qu'il y a des chiens qui vont émettre ce langage corporel-là avant d'avoir la meilleure partie de jeu de leur vie avec le chien d'en face. Donc, ça dépend. Si le chien a ce comportement-là parce qu'il veut que le chien d'en face s'éloigne, probablement qu'avant d'avoir ce comportement-là, il y avait déjà des petits indices dans le langage corporel. Comme par exemple, il voit le chien à distance, le pas ralentit, il s'arrête, il détourne le regard, il baisse le nez ou il renifle en l'air, par exemple. Ce genre de petits détails dans le langage corporel un petit peu plus subtil peuvent déjà nous dire à ce moment-là, ouh, je suis pas très à l'aise avec le chien qui arrive en face. Et auquel cas, changer de chemin, prendre de la distance à ce moment-là, c'est vraiment la meilleure chose à faire. C'est pas éviter le problème, c'est permettre au chien de comprendre que il n'a plus besoin d'intensifier ses comportements pour obtenir exactement la même chose que ce qu'il voulait à la base, c'est-à-dire créer de la distance avec l'autre chien. Plus il sera à l'aise en se disant, ah, mais à chaque fois que je fais ça, ça me permet de partir, et moi, la distance nécessaire sera grande. C'était quoi la question? Oui, oui, mais tu as répondu. En fait, la question, c'était des idées pour le faire décrocher de ça jusqu'à la rencontre. Ah, jusqu'à C'est la vrai que souvent, rencontre. quand les chiens ils se couchent comme ça, même si tu leur proposes de contourner ou de prendre un autre chemin, une fois qu'ils sont couchés Oui, et qu'ils sont fixés sur l'autre chien, en général, c'est pour t'arrives ça que je plus. disais avant ça, avant d'arriver à cette intensité de comportement, il y a probablement autre chose avant si la fonction est de créer de la distance. Mais si la fonction, au contraire, c'est de d'aller au contact de l'autre chien, de jouer avec l'autre chien ou de mordre l'autre chien, alors on va pas agir de la même manière du tout. Si la fonction c'est d'aller jouer avec l'autre chien, alors déjà la première question que je poserai, c'est dans quel cas est-ce que ça pose problème que le chien émette ce type de comportement? Pour pouvoir savoir un peu comment gérer ça. Est-ce que la personne peut répondre? On va voir. Ok. Comment faire pour gérer la réactivité lorsqu'aucun professionnel compétent, formé et à jour n'est présent dans son secteur? Ça existe encore, ça? Ça existe encore des professionnels pas à jour? A priori. Ok. Eh ben, soit se faire suivre par un professionnel qui propose des services en visio, soit suivre des cours en ligne, mais en étant participant aux cours en ligne pour pouvoir vraiment avoir un suivi avec la personne derrière. Soit s'il y a des vétérinaires comportementalistes éventuellement dans la région qui peuvent donner des petits tips, ou alors déménager. La déménager, je crois que c'est déjà fait, Karine, il me semble. Merde. Ouais, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Euh, Laura, donc, qui a crapule, dit que la fonction est d'aller au contact, surtout pour le jeu, effectivement, mais les humains en face ne sont pas à l'aise. Alors, le chien va de temps en temps au contact des autres chiens quand il est dans cette position-là. Puis, quand les humains acceptent, il joue avec les autres chiens et il est très Après, content. bon, tu fais beaucoup de d'interprétations, mais a priori, c'est ça, oui.
Mais malheureusement, si j'ai pas assez d'informations, je peux pas dire ce qui est A mieux de faire priori, en ou tout pas. cas, Laura, elle dit que c'est pour le but de son chien, c'est d'aller au contact de l'autre chien, mais que l'humain en face qui tient l'autre chien n'est pas à l'aise en voyant la position que prend son chien à elle. Alors, Si j'ai bien compris, Laura. je vais partir du principe que le chien se met dans cette position-là et qu'il obtient que l'autre chien d'en face joue avec lui, ne serait-ce qu'une fois de temps en temps. Et si ça arrive ne serait-ce qu'une fois de temps en temps, c'est l'effet casino. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être récompensé pour un comportement à chaque fois qu'il apparaît pour recommencer à émettre le même comportement parce qu'il va nous rapporter quelque chose à un moment. Donc l'effet casino, c'est ça. Pourquoi les gens vont au casino? Pour jouer. Mais est-ce qu'ils gagnent à chaque fois qu'ils jouent? Non. Mais est-ce qu'ils gagnent de temps en temps? Oui. Et ce temps en temps-là est suffisant pour maintenir le comportement d'aller jouer au casino. Et ça va être exactement la même chose pour les chiens. Donc si de temps en temps, il obtient qu'il va jouer avec un autre chien, ne serait-ce que une fois par 5 ans, ça peut être suffisant pour certains individus pour maintenir le comportement. Et si on veut modifier ça. Alors là, il faut qu'on fasse un autre live sur la modification comportementale générale, parce qu'on n'est plus dans le même sujet. Mais un petit truc rapide, il y a ce qu'on appelle le principe de Prémac, et j'ai écrit un article là-dessus si vous voulez le regarder. C'est un article gratuit, donc vous pouvez aller sur mon site Animal Academy et puis vous trouverez l'article là. Ça peut être une possibilité. Donc ça implique qu'on va récompenser le comportement du chien qu'on attend nous par un comportement que le chien attend lui. Donc, on peut par exemple demander au chien de, je sais pas, de nous suivre notre main sur quelques mètres pour changer de direction, pour ne pas aller au contact parce que les humains d'en face ne sont pas d'accord. Et on récompense ça avec une partie de jeu, avec un chien qu'on a sélectionné au départ et on le fait jouer. Donc ça, c'est une forme d'apprentissage qui va pouvoir être mise en place où le chien apprend que si il émet le comportement que l'humain souhaite à ce moment-là, il obtient d'aller jouer avec un autre chien. Au début, on va faire ça systématiquement pendant très 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 longtemps. Et puis après, finalement, ce sera peut-être une fois sur 3 qu'il y aura un autre chien, puis une fois sur 4, peut-être une fois sur 6. Mais voilà, ça apprend au chien en fait que quand il y a un autre chien qui arrive en face, respecter ce qu'attend l'humain, ça rapporte plus que de rester couché et focus sur le chien en face. Mais tout ça, tout ce que je viens de dire, c'est basé sur ce que j'ai interprété de la question et donc sur que dalle. Faudrait vraiment savoir beaucoup plus sur le Et cas pour en être sûr. la question que tu devrais te poser aussi, Laura, c'est, si c'est pas déjà fait en tout cas, c'est est-ce que c'est vrai, sa fonction, c'est vraiment de pouvoir aller au contact de l'autre chien? Ça, c'est la toute première chose à Il faut faire. vraiment que tu sois sûr que son intention, c'est bien de vouloir aller au contact de l'autre chien et pas d'essayer de bloquer l'arrivée du chien, en fait. Parce que tu peux très bien avoir un chien qui fait ça et une fois qu'il est au contact, ben, il s'en accommode et puis ben, après, ça part en jeu et encore, faut être sûr que ce soit du jeu. Mais peut-être qu'au départ, c'était pas l'intention du chien. L'intention du chien était que d'éviter la prise de contact. C'est des positions en fait qui sont pas toujours évidentes au départ à analyser parce on a quand même beaucoup dit que c'était le chien se faisait plus petit pour être moins impressionnant en face de l'autre chien. Ça peut être ça, mais ça peut être tout autre chose aussi, quoi. Ah, complètement, ça peut être vraiment tout autre chose. Donc, il faut vraiment que tu sois sûr de son intention parce que du coup, après, derrière, découle tout le reste, quoi. C'est pour ça que Lisa, elle peut pas te donner une réponse faite. Laurence, j'ai une question pratique. Donc, le comportement. Le chien est dans le jardin et aboie tous les jours sur le facteur. Fonction, il a l'impression de faire fuir le facteur. Du coup, quel comportement autre qu'aboyer mettre en place qui va aux yeux du facteur, aux yeux du chien, pardon, faire fuir le facteur, sachant qu'il ne fuyait déjà pas à cause. Ah, ça remonte à chaque fois. Ah, c'est pénible ça. Sachant qu'il ne fuyait déjà pas à cause des aboiements au départ. Est-ce que ça vaut le Et coup d'essayer de faire comprendre au chien que le facteur ou les passants ne partent pas à cause de ces aboiements?
Ça, non, parce que c'est ce qu'on appelle les comportements superstitieux. Ça veut dire que l'individu se comporte parce qu'il croit que son comportement a une influence sur l'environnement, mais c'est pas le cas. C'est une superstition en fait qui est mise en place. Il y a beaucoup de chiens qui aboient sur le facteur, pas parce que ils ont envie que le facteur parte, mais parce que le facteur peut par exemple faire ou alors faire très vite et puis faire des mouvements hyper rapides et ça fait marrer certains chiens. Hein. C'est pas forcément une fonction d'évitement parce que le chien aboie et que le facteur part après. Je pourrais. Oh là là, c'est dommage, j'ai pas de vidéo là comme ça, mais il faudrait que vous puissiez voir mon chien quand il y a quelqu'un qui passe devant le portail chez nous. C'est un gros garçon avec une grosse tête de loup qui sort sa tête comme ça du portail. Et donc les gens sont toujours très 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 effrayés quand ils le voient. Et lui, mais vraiment dans son langage corporel, c'est le plus heureux du monde à ce moment-là. Son but, c'est pas du tout que ces personnes-là, et en général, ça correspond aux livreurs ou aux facteurs, c'est pas du tout que ces personnes-là s'en aillent à ce moment-là. Son but, c'est juste de montrer sa voix, d'avoir des réactions de ce qui se passe en face. Et les réactions, je vous dis, ça peut être plein de choses. Il peut y avoir des gens qui vont faire ah qui vont faire des bruits qui vont l'exciter, d'autres personnes qui vont dire ouah, t'as vu, il y a un loup, et qui vont rester au contraire là, interagir avec lui. Donc, c'est pas forcément de l'évitement. Mais si c'est de l'évitement, et là, encore une fois, c'est pour ça que c'est important de faire une évaluation fonctionnelle complète, une des solutions, ça pourrait être d'apprendre au chien que quand il prend de la distance lui-même, par exemple en rentrant dans la maison, ça lui permet d'obtenir exactement la même fonction. Ou ça peut être, par exemple, de mettre euh, Hum, oui, ça dépend vraiment de l'environnement en fait, parce que tout ce que j'imagine, c'est adapté à ici chez moi, mais ce serait pas forcément adapté aux gens. Ce que je ferais, moi, par exemple, ce serait d'apprendre au chien, je lui dirais jardin. Mon jardin est divisé en deux parties. Il y a la partie qui est devant avec vraiment le portail où là, les livreurs peuvent passer. Et j'ai une partie jardin derrière où il est complètement au calme, où il n'y a rien du tout, et j'ai une porte entre les deux. Donc, je pourrais lui apprendre jardin. Jardin, ça signifie, tu peux prendre de la distance, le facteur s'en va. Et ça, c'est un comportement qui va permettre au chien d'être soulagé et mes oreilles aussi derrière. Mais ça dépend de plein de choses. Mais en tout cas, si la fonction c'est l'évitement, on doit pouvoir faire en sorte que le chien obtienne la même chose, mais par un comportement que nous, on va trouver plus sain et qui sera plus agréable pour lui à vivre. À quoi Est-ce ça qu'il correspond dans l'environnement de la personne, je ne sais pas. On pourrait avoir un plan de la maison éventuellement. Attends, Laurence. Laura te remercie pour la réponse. Avec Elle va plaisir, creuser. Laura. Elle va creuser. Ma chaîne est réactive congénère. Le travail est en cours, mais elle est réactive aux enfants. Et bizarrement, aucun parent veut bien prêter son enfant pour la travailler. Mais je C'est comprends. pas sympa, ces parents. Je comprends Comment bien. faire? Quand j'ai des chiens qui sont réactifs aux enfants, j'ai en fait les terrains sur lesquels je travaille, c'est des terrains qui sont sélectionnés en fonction des stimuli qu'il va y avoir sur le terrain, en fonction du nombre de stimuli qu'il va y avoir. Et par exemple, j'ai un terrain exprès pour ça, où il y a un parc avec des enfants et je connais les heures et les jours où il va y avoir des enfants qui jouent. Et ce terrain-là, il nous permet de prendre une grande distance avec les enfants et de pouvoir graduellement se rapprocher en fonction du rythme du chien qu'on a en face de nous. Donc, on n'est pas obligé de se faire prêter des enfants pour pouvoir travailler là-dessus. Les parcs pour les enfants, il y en a à peu près partout, je pense quand même. Donc, s'il faut faire quelques kilomètres pour les trouver, ça vaut peut-être le coup de travailler comme ça. La sécurité, c'est ce qui doit passer en priorité de toute façon. Hein. C'est si on dit à des amis ou à des gens de la famille, écoute, mon chien actuellement, il a envie de tuer les enfants, est-ce que tu peux me prêter le tien pour pouvoir faire des exercices? Ça donne pas super, super, super envie. Alors que si on permet à l'enfant d'aller se promener au parc et nous, on reste à une très grande distance, à la distance qui est confortable pour le chien réactif, ça devrait passer un petit peu mieux. Ah, il y avait un témoignage de Marie, donc avec un whippet réactif au chien, parce qu'il était malmené en élevage, allant au travail, hélas, avec des médicaments aussi. Tiens, peut-être ça serait intéressant de faire un petit point là-dessus, si,
Et maintenant, même si ça reste difficile de croiser un chien, une fois le danger passé, Woki passe à autre chose et n'est plus malade après la balade. Il y prend même du plaisir. Alors, quand le comportementaliste m'a dit qu'il fallait continuer avec travail plus médoc, j'ai dit non, stop. Woki va bien, il ne reste que les croisements qui sont difficiles et on est heureux. Parfait. Voilà, c'était juste par rapport, finalement, on arrête quand nous aussi, le Exactement. stress devient tolérable, quoi. Exactement. Les objectifs peuvent être complètement différents d'une personne à l'autre. J'ai des clients qui viennent avec un objectif de centre-ville et donc là, ok, on doit aller jusqu'à pouvoir au moins pouvoir être sur un trottoir pendant qu'un autre chien ou un humain passe sur le trottoir d'en face. Mais j'ai des clients qui habitent dans des environnements où il y a beaucoup plus d'espace et pour eux, simplement avoir leur chien qui se sent bien quand ils voient un chien au loin, c'est l'objectif parfait, c'est la grande réussite pour eux. Donc oui, si ça convient au chien, si ça convient à l'humain, ma foi, c'est absolument parfait. Je suis très contente pour vous. Est-ce que tu peux juste faire un petit point à quel moment, c'est vrai que j'ai pas du tout pensé à cette question alors qu'elle est quand même importante, par rapport au fait qu'un chien peut avoir besoin d'être médicalisé et dans quel cas ça pourrait être le cas? Est-ce que ça peut faire peur? Est-ce que ça doit faire peur? Est-ce que tu peux juste faire un petit point bref là-dessus? Oui. Euh, ok, je vais commencer avec ça. Si le chien a un problème au foie, est-ce qu'on traite les problèmes au foie? En général, la réponse est oui. Si le chien a un problème à la patte, est-ce qu'on règle le problème à la patte? En général, la réponse est oui. Si le chien a un problème aux yeux, est-ce qu'on règle le problème aux yeux? La réponse est oui. Et vous avez bien compris, je pense, maintenant. Si le chien a un problème de neurotransmetteurs ou d'hormones, est-ce qu'on règle le problème de neurotransmetteurs ou d'hormones? La réponse devrait être oui. De la même manière que s'il y a un autre problème sur un organe, on va évidemment traiter le problème. Donc, je suis absolument pour la médication quand elle est recommandée et quand elle est vraiment utile. Il faut savoir que la médication, s'il n'y a pas de plan comportemental associé derrière, elle va servir à rien, ou presque. La médication fonctionne la plupart du temps dans ce type de comportement parce qu'il existe évidemment plein de médicaments différents. Donc, on va parler des médicaments généraux qui sont prescrits pour la réactivité, mais sans plan comportemental, ça servira à rien du tout. Ce sera juste donner des médocs au chien et on verra aucune différence, aucun changement. Donc, il faut un plan comportemental associé. Pour qu'il y ait un plan comportemental associé et qu'il y ait une médication adaptée et ajustée qui soit mise en place, il faut un travail d'équipe entre le professionnel du comportement et l'équipe vétérinaire. Et ça devrait jamais être fait autrement. Donc, c'est à aucun moment au professionnel du comportement de dire ce chien, il doit être médiqué, je le vois, je le sais. Non, on envoie le chien et les humains chez le vétérinaire et c'est le vétérinaire qui estime si oui ou non c'est une bonne idée après avoir pratiqué des examens. Ça aussi, si on a, si on a quelqu'un qui prescrit des médicaments sans avoir fait d'examen avant et à minima une prise de sang, bah, ça peut être contre-productif aussi. Mais d'une façon générale, pour à 100%, ce qui va permettre au chien de se sentir mieux dans son quotidien. Mais c'est Ok. pas à moi de dire à quel moment on les prescrit, comment on les prescrit. Ça, c'est vraiment un vétérinaire qui peut répondre. Du coup, Laurence, je pense que tu as répondu à la question comment savoir que le chien a un problème de neurotransmetteur. Finalement, c'est le vétérinaire Exactement. Qui va faire qui des va apporter examens. les réponses. Ouais. Et la plupart du temps, c'est par une prise de sang avec un dosage complet, un dosage hormonal complet. Karine dit question des médicaments. Donc, est-ce qu'il faut absolument avoir l'objectif, pardon, de ne plus jamais avoir à donner des médicaments? Non, surtout pas. Mais et j'en reviens à ce que je disais avant. Si j'ai un chien qui a un problème à la rate et que une opération c'est risqué et qu'il vaut mieux donner des médicaments à vie pour ce chien, ben si c'est pour améliorer sa qualité de vie, oui, je vais lui donner des médicaments toute sa vie pour la rate. Et si il n'y a rien à faire pour une question, par exemple, de thyroïde pour améliorer la qualité de vie de mon chien, mais je vais lui donner des médicaments pour la thyroïde absolument toute sa vie. Et c'est OK. La plupart du temps, je pense que la question, évidemment, ne tournait pas autour de la thyroïde, mais plutôt autour des antidépresseurs. L'objectif, je pense, des vétérinaires, c'est toujours de pouvoir réduire le dosage et puis se passer du médicament. Mais
Mais s'il y a un problème à la rate, je donne des médicaments pour la rate. S'il y a un problème dans le cerveau, je donne des médicaments pour le cerveau. Et seul le vétérinaire peut dire s'il faut garder toute la vie, s'il faut changer le dosage, s'il faut changer la molécule. Ça, c'est vraiment le job du véto. Olivier dit l'alimentation joue aussi un rôle dans les comportements du chien. À fond, comme chez les humains. Comme chez les humains, pour les personnes qui ont des enfants, donnez-leur du sucre toute la journée, vous verrez quel comportement ils auront à 22 heures le soir. Pareil pour le chien. Si elle... Et là aussi, il faut. Je suis pas la bonne personne pour rentrer dans les détails parce que c'est pas mon job. Donc là, il faudrait vraiment voir avec un nutritionniste. Mais définitivement, le taux de protéines, le taux de sucre, tout ça, ça peut influencer énormément les comportements du chien. Laurence, toujours donc qui est pro, elle dit, peut-on en tant qu'éducateur comportementaliste se permettre de demander ces examens au vétérinaire? Dans les faits, à chaque fois que j'envoie chez le vétérinaire, aucun examen n'est fait malheureusement. Ah, là aussi, il faudrait un live complet là-dessus sur la relation entre pro du comportement et les vétérinaires. Ça, Mais ça existe ça? de quoi donc? Des webinaires ou J'ai écrit des un formations article. déjà existantes, enfin ou des Mais j'ai juste un article sur le sujet qui s'appelle Pourquoi la pluridisciplinarité est essentielle, quelque chose comme ça. Je me souviens plus exactement du titre, mais pareil, il est dispo sur mon site. Mais je n'exige jamais d'examen avec les vétérinaires, chez les vétérinaires avec lesquels je travaille. J'exige jamais parce que c'est pas mon job. Mais parfois, je suis chez le client, je vois que la patte arrière droite, elle est un peu raide, ou alors je vois qu'à chaque fois que le client approche la main du visage, le chien est agressif à ce moment-là. Bah, dans ce cas, je vais dire au vétérinaire, je remarque quand même que la patte arrière droite est très très raide. Peut-être qu'une radio ce serait pertinent selon vos compétences, quoi, selon les questions que lui va poser ou elle va poser au client après. Donc exiger, non, mais quand on fait un travail d'équipe, les vétérinaires attendent des pros en comportement qui puissent leur dire exactement ce qu'ils ont observé chez le client. Parce que quand les clients vont chez le vétérinaire avec leur chien, ils voient pas du tout la même chose que nous, on voit quand on va chez les clients. Le chien est la plupart du temps très, très inhibé quand il est chez le vétérinaire et donc même la démarche est différente, tout est différent. Mais juste ouvrir la porte au chien. on t'entend plus. Voilà, je suis là. Et oui, moi, j'ai créé en fait des relations avec les vétérinaires avec lesquels je travaille qui me permettent de ne pas avoir ce type de soucis-là. Mais très honnêtement, même quand je travaille avec les chiens qui ont une anxiété de séparation, où ça, par contre, je fais exclusivement en visio, j'ai jamais eu de problème non plus avec les vétérinaires que je ne connaissais pas du tout avant. Il y a, je pense que l'article peut apporter déjà quelques pistes, mais j'ai pas connaissance de webinaires plus complets sur la question. C'est vrai que c'est quand même pas évident de trouver des vétérinaires qui vont, avec qui tu vas pouvoir tisser une relation et pouvoir envoyer les clients et peut-être même envoyer un bilan, Ah un oui, rapport que tu as fait c'est avec le ça chien quand aussi. tu l'as vu en bilan. Ce dont je parle aussi dans l'article, c'est que créer une relation de confiance avec une équipe vétérinaire et créer des bons contacts, c'est pas juste dire à mon client, bah, allez chez le vétérinaire là, et point. C'est moi qui prends contact avec le vétérinaire. C'est moi qui explique pourquoi je prends contact avec le vétérinaire, ce que j'ai remarqué. Et c'est déjà, ça apporte déjà mon expertise du fait d'envoyer moi le mail au vétérinaire et de pas juste dire à mes clients, allez chez le vétérinaire, demandez ça. La plupart du temps, ça va pas passer. Donc, il faut créer cette relation-là. Mais je pense que c'est pas forcément tellement la faute des vétérinaires si ils ont pas toujours envie de travailler avec les pros du comportement canin. On est reprochable aussi et on a des choses à améliorer pour avoir de meilleures relations avec eux. Oui, oui, de toute façon, c'est jamais noir et blanc, hein, mais c'est vrai que il faut oser en fait
bah, ne serait-ce qu'aller voir le Mm. vétérinaire en tant que pro, en fait, Ouais, et pas hésiter à parler avec lui, lui expliquer le métier qu'on fait, et puis pas hésiter à lui demander son mail si on peut lui envoyer les, ah, les cas, les ouais. comptes rendus de rendez-vous quand on envoie un client. Et il faut être clair aussi sur ce qu'on attend Il faut que tu en oses, retour. Laurence. Tu oses. Pardon? Laurence a dit, en effet, je demande au client d'appeler le vétérinaire. Je n'ai jamais osé le faire directement, mais je vais tenter. Ça Mais devrait déjà c'est pas changer pas mal facile de hein, de le faire, hein, je reconnais, mais si tu veux vraiment avoir. De toute façon, ce que tu dis, il faut avoir un vétérinaire en qui on a confiance, vers qui on peut envoyer les clients, et puis on sait que le vétérinaire va vous faire confiance aussi si vous avez envoyé le compte rendu, il va le lire. Et tout ça, ça se fait pas en 2 jours, hein, de toute façon. Exactement. Ça se fait pas en 2 jours. Et puis, plus on multiplie les contacts et plus on a de chances d'avoir de nombreuses cliniques avec lesquelles travailler pour référer les clients au mieux. Pas juste avoir un vétérinaire comportementaliste, mais avoir vraiment toutes sortes de spécialisations autour de nous. S'il y a encore une ou deux questions, je peux les prendre. Après, c'est fini. Je mets la pression. Vraiment, si j'en ai peut-être loupé. Bon, tu as déjà répondu à beaucoup de questions, hein. J'arrive pas à remonter plus haut après, je sais pas pourquoi, ça bloque. Donc, si jamais il y a une question voulait vraiment une réponse, n'hésitez pas à la renoter. Moi, j'avais juste un commentaire à faire par rapport au travail qui est fait avec le professionnel dans la réactivité. Ce que j'ai trouvé compliqué quand je fais des accompagnements, c'est que ça reste souvent des missions qui sont longues pour les particuliers et leurs chiens. C'est pas quelque chose qui va se résoudre en 2 séances, quoi. Euh, Comment tu fais pour garder tes clients motivés et à continuer à y croire, même si dans la semaine, il s'est passé un truc qui n'était pas prévu, mais forcément, ça s'est quand même passé. Euh, la réponse là aussi, elle va être décomposée en plusieurs parties. La première, c'est la, la communication. La communication client, c'est une compétence qui est aussi importante que les compétences en sciences comportementales. C'est pas moins important, c'est aussi important. C'est vraiment aussi important. Avoir des compétences en communication, c'est vraiment, vraiment très, 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 très important. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, encore une fois, mes clients, c'est des animaux comme les autres. Si je veux voir leur bon comportement se répéter dans le temps, les comportements doivent être renforcés, doivent être récompensés. Sinon, je risque d'avoir une diminution de leur motivation au fur et à mesure. Et quand on parle de récompense, ça ne veut pas leur dire leur offrir une séance ou leur donner des bonbons à chaque fois qu'ils viennent aux séances. Ça peut prendre un tas de formes différentes. Et de voir les succès de leur chien, c'est aussi une récompense. Donc même si c'est des succès vraiment minimes pour le commun du mortel, des mortels, il y a certains trucs que je vois en séance où je vais leur dire, oh, vous avez vu là ce qu'il a fait votre chien, c'est vraiment génial, ça, et je leur explique pourquoi. Et ça, toutes ces petites récompenses-là, je pense que en partie, ça leur permet de garder leur motivation. Il y a aussi le fait que je sois très et sincèrement fière de leur chien et du travail que eux font et que donc j'ai envie de partager des vidéos de leur travail sur les réseaux sociaux et puis ça les met en avant, ça met en avant tout le travail qu'ils ont fait et je pense que ça doit aider aussi un petit peu à garder leur motivation. De voir les progrès des autres chiens aussi sur mes vidéos doit aider à garder la motivation. De montrer que c'est possible. Ouais. Ok. Allez, dernière question, c'est Angélique. Bonsoir. Chez un mâle réactif, est-ce que la castration peut réduire la réactivité? C'est une très bonne question, Angélique. Il fallait Très terminer très par bonne celle-ci. question. C'est une très bonne question. A priori, non, selon les dernières études sur la question. Donc, pendant très longtemps, on a utilisé la castration comme une cure de problèmes comportementaux. A priori, ça n'a pas très bien marché. Et il semblerait aujourd'hui qu'on fasse machine arrière et la science tend plutôt à démontrer que toucher aux hormones
d'un chien réactif, agressif ou anxieux, ça peut aggraver la situation. Donc, à moins d'un problème médical, déjà, il faut voir avec le vétérinaire comportementaliste là plutôt ce qu'il en pense, mais à moins d'un problème médical, il semblerait que ce soit pas recommandé aujourd'hui. Voilà, Angélique. Merci Lisa, Mais c'était avec plaisir. super chouette. Est-ce que tu as peut-être des infos à donner, des événements que tu fais? Il me semble, il y a pas un webinaire chez Muso Plus sur la réactivité ou un truc comme ça? Alors, j'ai J'ai pas fait vu une plusieurs pub là-dessus. webinaires sur Muso Ouais. Plus sur la réactivité récemment. Un qui parle de comment traiter la réactivité quand on ne peut pas donner de friandises pour des raisons X ou Y à son chien et Ok, ça c'est pourquoi la dispo chez friandise. Muso Plus, les gens Oui, peuvent y avoir tout à accès, fait. hein. Ouais, tout à fait. Et un Ok, autre sur les jeux dans le traitement de la réactivité et pourquoi la réactivité, c'est pas juste un travail pur de terrain et pourquoi on doit intégrer le jeu aussi là-dedans. J'ai un cours en ligne aussi sur la réactivité sur Muso Plus. d'accord. Et puis voilà. C'est un cours en ligne qui s'appelle, c'est Il pas la s'appelle modification des comportements, tout ça, c'est vraiment sur la C'est réactivité. ça, il y a un cours D'accord. de 6 semaines sur la réactivité qui s'appelle Face à l'environnement, aider les comportements agressifs, réactifs et phobiques. Mais Ok, pour suivre ce cours-là, il faut d'abord avoir suivi le cours analyse et modification comportementale. Et c'est un petit d'accord. peu ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui où je disais, je peux pas répondre comment traiter les problèmes réactifs si j'ai pas pu analyser le comportement en amont. Donc c'est pour ça qu'il y a deux cours là-dessus. Le premier cours qui est vraiment sur comment analyser un comportement pour s'assurer de définir la bonne fonction, comment le modifier adéquatement, et après un cours qui est vraiment exclusivement basé sur la réactivité. Ok, super. Bon, ça fait déjà une base. Est-ce que tu as d'autres infos à donner Non, qui peuvent intéresser les réactifs? Ok. Merci beaucoup, c'était top. C'était merci, chouette, c'était merci à vous. vivant, Il y avait c'était des bien super expliqué. questions. Merci beaucoup. On te réinvitera pour un autre sujet, si tu veux Ça bien marche. revenir. Gros bisous. À Merci bientôt. à tous Bonne d'avoir journée. été là. À très bientôt. Merci Salut. Lisa. Merci à toi.